Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi des peuples africains, ami de l'oligarchie française. On a notre cher président Emmanuel Macron qui est parti rendre visite à Alassane Ouattara pour fêter son anniversaire, fin décembre 2019. On l'a vu danser avec Magic System, Alpha Blondy. Donc il est parti en Côte d'Ivoire, Macron, et une fois sur place, il nous a annoncé la réforme du franc CFA. Il nous a dit que le franc CFA allait devenir l'éco, conserverait une parité fixe avec l'euro. Donc il y a de quoi faire réagir tous les activistes anti-franc CFA, notamment Nathalie Yamb, Kémy Séba. Alors Nathalie Yamb, ça c'est une femme que j'adore, c'est une femme de poigne, une femme de conviction. C'est la secrétaire exécutive du candidat Mamadou Koulibaly, candidat du parti Leader. C'est un parti d'opposition qui va se présenter aux élections de Côte d'Ivoire en 2020. Donc cette Nathalie Yamb, elle a beaucoup marqué les esprits à Sochi en interpellant les chefs d'État africains. Et elle s'insurge évidemment contre le kidnapping de l'écho. Tout comme Kémy Séba, qui s'est fait expulser dernièrement du Burkina Faso. Donc Nathalie Yamb, elle dénonce ça comme une imposture, une mascarade de la part du président ivoirien Alassane Ouattara, d'annoncer la mort présumée du franc CFA alors qu'en réalité il change simplement de nom. Donc cette réforme, elle a été signée par les ministres, le Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre béninois de l'économie et des finances et le français Bruno Le Maire. Donc Nathalie Yamb, elle nous a expliqué qu'en fait le nom qui avait été choisi pour la future monnaie avait été évoqué lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est pourquoi en fait la CEDEAO aujourd'hui refuse que la dénomination éco soit récupérée par le duo Macron-Ouattara au nom de la zone UEMOA. Elle nous explique que la principale tare du franc CFA, c'est d'empêcher l'industrialisation de l'Afrique. Voilà, donc elle reste convaincue, et moi aussi, que le franc CFA, c'est encore un instrument de domination d'une caste en France qui en retire des bénéfices pour elle-même et pas pour développer l'Afrique. Donc le franc CFA a été créé dans les années 1940 afin que les colons français soient compensés de leur manque à gagner dû à la fin de l'asservissement des populations autochtones. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'anciennes colonies françaises ont commencé à vouloir s'émanciper, y compris sur le plan monétaire. Or, le maintien de la tutelle par le biais du franc CFA a permis à la France de garder sous contrôle cette volonté d'émancipation comme ça s'est produit par exemple au Togo au moment de l'indépendance, avec le président togolais Sylvanus Olympio, qui a tenté de sortir du franc CFA et il s'est fait assassiner en 1963. Comme le franc CFA ne fait pas partie des enjeux électoraux pour les élus français, on n'en parle jamais en France. C'est donc les diasporas africaines qui font en sorte que les Français comprennent que si les migrants viennent en si grand nombre, c'est parce qu'ils fuient chez eux quelque chose qui est perpétré par les dirigeants français. Mais le plus grave, ça reste le maintien des privilèges dont bénéficient les entreprises françaises en Afrique. Donc on nous dit que Emmanuel Macron est venu pour parler du franc CFA, mais à mon avis, pas que. Ils ont aussi, je pense, parlé du métro d'Abidjan, construit par la France, dont le prix est d'ailleurs astronomique. C'est le métro le plus cher, le métro d'Abidjan sera le métro le plus cher du monde. Même chose pour les contrats de désendettement qui profitent uniquement aux entreprises françaises sur des projets choisis par la France. Boaky a besoin d'un grand marché, c'est la France qui le dit parce qu'elle a les entreprises qui veulent construire à cet endroit. Bref, Nathalie Yamb, en tant que conseillère du candidat Mamadou Koulibaly, est consciente que son expulsion de Côte d'Ivoire, parce qu'elle s'est fait expulser de Côte d'Ivoire suite à son discours en Russie, c'est pas seulement dû à ses prises de position sur le franc CFA, puisque Ouattara a vu là le moyen d'essayer de fragiliser la campagne d'un concurrent qui prend de plus en plus son envol et qui s'affirme comme une alternative à un système historique des partis qui n'apportent plus rien à la jeunesse ivoirienne. Donc en expulsant Nathalie Yamb, il a frappé le parti Leader, il s'est débarrassé d'un électron libre et il a fait plaisir en même temps à Macron. Alors revenons au franc CFA, on précise que toutes ces évolutions ne résultent évidemment pas de la bienveillance du gouvernement français et de son allié ivoirien. Je pense que l'élément déclencheur, c'est plutôt toutes les mobilisations qu'il y a eu pour l'abolition du franc CFA depuis plusieurs années par des mouvements sociaux panafricanistes, des intellectuels, des citoyens ordinaires, dans le continent et dans la diaspora. C'est donc l'occasion, à travers cette vidéo, de féliciter et d'encourager ceux et celles qui œuvrent sans relâche à l'émancipation collective de l'Afrique. C'est pas pour ça qu'on va crier victoire. Tout d'abord, la France maintient toujours le rôle officiel de garant, mais c'est un rôle qu'elle n'a jamais vraiment exercé, pour la simple raison que ce sont les Africains eux-mêmes et les ressources à leur disposition qui ont toujours permis l'émission et la convertibilité du franc CFA.
Ensuite, la Banque de France abrite toujours l'essentiel du stock d'or monétaire des pays de l'UMOA. Et enfin, la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro est toujours maintenue. Donc s'il faut saluer l'émergence d'un débat public porté par des intellectuels et des acteurs de la société civile en Afrique sur la question du franc CFA, en même temps, ce qui m'indigne, c'est le mutisme inquiétant de nos chefs d'État et de gouvernement sur une question aussi importante que celle-là sur le plan symbolique, politique, économique et psychologique. Le président Macron a parlé d'accord historique, sans doute pour impressionner les naïfs et fourvoyer l'opinion publique française. Mais il n'y a absolument rien d'historique dans l'accord Ouattara-Macron, puisque la plupart des mesures annoncées avaient été proposées par Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI. Donc DSK avait préconisé l'élargissement de la zone franc CFA à des pays comme le Ghana. Donc comme on le voit, le but c'est de couper l'herbe sous les pieds des critiques, en éliminant les symboles qui fâchent, sans toucher au fond du problème. Et comme on peut le constater, cette réforme du franc CFA ne change pas fondamentalement les rapports de servitude entre les pays africains et la France. L'accord Ouattara-Macron ne signifie pas du tout la fin du franc CFA, mais se situe plutôt dans la continuité de la servitude monétaire et de la tutelle de la France sur les économies africaines. Ce que demandent les peuples africains, c'est la fin du franc CFA, et non sa réforme. C'est la souveraineté monétaire que réclament ces peuples, après près de 6 décennies d'indépendance formelle. Donc face à la pression des peuples et à la montée du sentiment anti-français, la France et ses vassaux ont cru avoir trouvé la parade avec cette prétendue réforme du franc CFA. Ils pensent avoir coupé l'herbe sous les pieds des critiques en éliminant les symboles néocoloniaux, mais en fait ils ne feront que galvaniser davantage la résistance contre la servitude au profit d'une véritable souveraineté monétaire dans la CEDEAO, afin de contribuer à la réalisation des grands chantiers de l'Union africaine. Alassane Dramane Ouattara est l'un des plus grands dictateurs que le monde ait connu. Il a des dizaines de milliers de milliards de francs CFA qui composent sa fortune. En quelques années seulement de pouvoir est caché dans les méandres des paradis fiscaux, selon la DGSE. Alors si cette information est vérifiée sans être formellement démentie, ça peut vouloir supposer qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il était d'abord Premier ministre sous la présidence d'Houphouët-Boigny. Alors, quelques prouesses économiques lui sont attribuées, mais quel est le niveau réel du volume de sa fortune personnelle? Quels sont aussi les niveaux réels d'endettement du pays et de vie des populations ivoiriennes? Quels sont le degré et la nature de l'indépendance du pays? Il faut rappeler aussi que le président Gbagbo a été empêché de travailler par la rébellion depuis 2002. Une rébellion qui a cassé en toute impunité la banque de la BCEAO sans qu'elle n'en paye le prix ou qu'il y ait un début véritable et vérifiable de poursuite ou d'enquête sérieuse, même pas sur les crimes commis, pendant que les véritables auteurs s'empiffrent de richesses. Sans les actions de torpillage contre son régime, Gbagbo aurait 100 000 fois mieux fait, au regard de ses idées, de ses convictions, ses idéaux, son programme politique et sociétal qui dérangeait au plus haut point, et son amour pour le peuple ivoirien et la nation. Mais Ouattara s'apprête à recevoir la bénédiction de ses parrains habituels et à être installé au pouvoir en sourdine pour service rendu. Mais quel est le résultat final? Ouattara s'est marié à Dominique, une femme d'affaires chargée de la gestion des propriétés immobilières du président ivoirien Houphouët-Boigny, dont elle aurait été la maîtresse, et de son homologue gabonais Omar Bongo. Le mariage a été célébré à Neuilly-sur-Seine par Nicolas Sarkozy, selon les rumeurs, qui était d'ailleurs le maire de la commune en 90. Donc, Alassane Ouattara a été appelé en fait par Houphouët-Boigny dans les années 90 pour s'attaquer à la crise économique sans précédent qui a frappé la Côte d'Ivoire. Il applique à son pays les règles d'austérité et ultralibérales en vigueur dans les plans d'ajustement structurel multipliés par le FMI à travers le continent. Au passage, il n'hésite pas à faire réprimer tout ce qui s'apparente à des manifestations de mécontentement populaire. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo, qui était député à l'époque, est condamné à 2 ans de prison. Quelques années plus tard, Gbagbo gagne les élections sur le général Gueye, et suite à cela, une tentative de coup d'État le 19 novembre 2002 à laquelle le nom de Ouattara est mêlé par de nombreux Ivoiriens. Donc un nouveau dispositif infernal se met alors en place. La France l'a voulu, la France l'a fait, la France l'a bombardé, la France a été déçue du mauvais comportement de Laurent Gbagbo, la France de Nicolas Sarkozy est entrée en guerre contre le régime d'Abidjan. Alors qu'est-ce qui gênait l'Élysée? D'abord le refus du président ivoirien de vouloir simplement se conformer à une politique décidée ailleurs, une politique essentiellement basée sur le pillage des richesses naturelles du pays et la ferme volonté de rester implanté dans une zone géostratégique essentielle pour les intérêts économiques des groupes Bolloré, Total et compagnie. La France-Afrique a changé, mais elle existe, n'en déplaise à quelques éditorialistes français. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, qui a été installé par la France, prend plaisir à éliminer tous les opposants à l'élection présidentielle prévue pour octobre 2020, comme
Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien allié de Ouattara, lui-même responsable de la rébellion des années 2000. Donc il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. D'ailleurs, l'avion qu'il transportait a été dissuadé d'atterrir à Abidjan. Il n'avait pas d'autre choix que d'atterrir au Ghana, qui a vite fait de le prier de quitter rapidement son sol. Donc Guillaume Soro est accusé par Ouattara de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers un coup d'État. Mais pour beaucoup, il s'agit ni plus ni moins que d'un fallacieux et grossier prétexte pour mettre sous le boiseau le redoutable rebelle Guillaume Soro, qui l'a aidé à prendre le pouvoir, mais qui aujourd'hui lorgne son pouvoir. Et il en est de même pour Charles Blé Goudé, condamné le 30 décembre à 20 ans de prison ferme, à plus de 10 ans de privation de ses droits civiques, ainsi qu'à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Il faut aussi dire qu'il s'agit là d'une condamnation par contumace, dans la mesure où l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est en procès devant la Cour pénale internationale de La Haye, où il s'y trouve actuellement, mais où il est aussi actuellement, il est en liberté sous caution en fait, en attente d'un pays d'accueil, après avoir été acquitté. Donc il faut aussi noter que récemment, Soro Guillaume est venu rendre visite à Blé Goudé, à La Haye. Guillaume Soro qui a officiellement déclaré sa candidature. Donc le fait qu'il soit allé rencontrer Blé Goudé à La Haye, à mon avis, ça n'a pas laissé le pouvoir d'Abidjan indifférent. Rappelons que depuis le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a rendu une décision orale par laquelle elle a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, et dont elle a exposé par écrit le détail des motifs dans une autre décision le 16 juillet 2019. La majorité des juges a en effet répondu négativement à la question de savoir si les violences et les souffrances pour lesquelles les accusés étaient poursuivis pouvaient être qualifiés de crimes contre l'humanité et s'ils avaient une responsabilité pénale à leur égard. Donc les juges ont constaté la faiblesse exceptionnelle des preuves produites par le procureur et fait observer que la majorité des pièces documentaires présentées par ce procureur dans cette affaire n'auraient pas été acceptées dans de nombreux systèmes nationaux. Donc dans un souci de clarté et de transparence, ils ont aussi expliqué en quoi les preuves étaient insuffisantes. Donc ainsi, les juges reconnaissent qu'il n'a même pas été établi que M. Gbagbo n'a jamais envisagé de céder le pouvoir depuis son élection en 2000. Ce qui ressort en fait du procès verbal, c'est que les résultats du deuxième tour des élections n'ont pas été déclarés selon la procédure habituelle. Alors malgré les appels répétés au dialogue et les demandes de recomptage des voix de Gbagbo, il devait quand même savoir qu'il y avait une réelle possibilité que le conflit tourne à la violence. Et en partant du constat fait par le procureur, selon lequel la tentative de coup d'État de 2002 et la rébellion qui a suivi a essentiellement divisé le pays en deux, les juges ont noté que cette réalité a évidemment eu des conséquences importantes sur la position de Gbagbo en tant que président élu de la Côte d'Ivoire, puisqu'en fait Gbagbo n'a jamais été un président normal dans une situation normale. Presque dès le début, sa présidence a été ébranlée, et à partir de 2002, il n'a jamais été en mesure d'exercer son rôle constitutionnel de manière régulière. Voilà, Gbagbo a été soumis à des tensions et des pressions assez fortes pendant la majeure partie de son mandat. Donc ça a dû inévitablement éclairer un certain nombre de choix et de décisions qu'il a pris au cours de la crise post-électorale. Et pour les juges, les preuves montrent que les forces ivoiriennes étaient confrontées à une guérilla urbaine et en position plutôt défensive. Les forces de Gbagbo ont affronté plusieurs adversaires violents, notamment l'armée française qui a tiré sur des soldats ivoiriens et sur des civils ivoiriens en 2004, les forces militaires fidèles à Ouattara qui approchaient d'Abidjan et qui étaient sur le point de lancer un assaut pour conquérir la ville, et les forces des Nations Unies qui n'étaient pas toujours impartiales. Donc la situation à Abidjan était loin d'être sous le contrôle de Gbagbo. Alors pour autant, il ne faut pas se méprendre sur la portée réelle de cette décision d'acquittement, puisqu'il est indéniable que dans ses rapports avec les pays dominés, l'impérialisme occidental nous a toujours habitués à des revirements spectaculaires après avoir provoqué le chaos dans des pays sous des prétextes fallacieux. On peut prendre pour exemple les armes de destruction massive qui ont servi de prétexte à l'invasion de l'Irak, qui n'ont jamais existé que dans l'esprit des dirigeants occidentaux, à la chute de Saddam Hussein et à sa pendaison. Donc de fait, dans le cadre des politiques d'ingérence pratiquées par les puissances occidentales depuis la fin de la guerre froide, le mensonge a souvent été utilisé pour provoquer des guerres afin de permettre aux entreprises de certains pays occidentaux d'engranger encore et encore plus de profits. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé, on a parlé de xénophobie, de constitution de charniers, d'escadrons de la mort, d'assassinats et d'enlèvements de journalistes, d'enfants esclaves de champs de cacao, enfin de viol électoral pour s'accrocher au pouvoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé pour salir le régime de Gbagbo afin de justifier le coup de force contre lui et son transfert à la CPI? Donc revenons-en à Soro Guillaume.
Soro Guillaume a bien désigné Ouattara comme le parrain de la rébellion qui a imposé aux Ivoiriens une crise post-électorale. Et de ce point de vue-là, la décision d'acquittement se justifie encore plus. Car c'est parce qu'il a effectivement perdu l'élection présidentielle de 2010 qu'en s'autoproclamant président de la République, Ouattara a créé la crise qui va entraîner les violences et les crimes pour lesquels Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont poursuivis par la CPI. Le célèbre prisonnier de La Haye, Laurent Gbagbo, a déclaré d'ailleurs dans un entretien à Mediapart « Je ne suis pas en prison, je suis otage pour permettre à Alassane Ouattara d'être à la présidence de la République et cette situation permet à l'État français de continuer à avoir la main mise sur la Côte d'Ivoire. » Alors qu'on a la communauté internationale d'un côté qui s'occupe du sort de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, de l'autre côté, on a Ouattara et ses justiciers qui se sont occupés de ses partisans avec beaucoup de prisonniers politiques et d'exilés. D'où les initiatives récentes de Ouattara, qui condamne à 20 ans de prison Gbagbo et Blé Goudé, et qui menace le transfert de Simone Gbagbo à la CPI, ainsi que le projet de révision constitutionnelle, plafonnant à nouveau la limite d'âge pour l'éligibilité à la présidence de la République à 75 ans. Comme ça empêche la candidature de Gbagbo et de Bédié. Il ne faut pas chercher midi à 14h, Ouattara, actionné par ses maîtres français, cherche toujours des prétextes pour empêcher la liberté définitive du président Gbagbo, ou tout du moins sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un no man's land, un pays sans foi ni loi, mais Alassane Ouattara est perçu comme un poison, le démon de l'Afrique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai certainement d'autres sur d'autres sujets. Je vous dis à ciao, bye bye.